Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Laurane Piron et donc je suis radiologue au pôle digestif du CHU de Montpellier. Et en effet, on va donc parler aujourd'hui de radiologie interventionnelle. Donc, vous connaissez tous les radiologues et leur rôle diagnostique. Ces personnes qui travaillent dans des lieux plus ou moins sombres et qui sont plus ou moins sympas quand vous les appelez, mais qui interprètent vos imageries. Vous connaissez peut-être moins leur rôle interventionnel et donc thérapeutique sur les patients. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, voilà nous notre installation dans notre pôle. Donc on a une salle d'interventionnel qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qui comporte plusieurs modalités d'imagerie. On voit, je ne sais pas si j'ai accès à une souris, si vous la voyez, voilà. On voit déjà un appareil donc de radiologie, ce qu'on appelle un ampli, donc qui nous permet de faire l'imagerie 2D de radiologie en direct live. On a également un scanner en salle et un échographe qui apparaît pas sur l'image. Donc voilà comment on travaille. Donc là, le radiologue manipule son matériel, le patient est allongé sur la table, la tête dans le scanner, et on se guide en regardant notre écran en direct et on intervient. Ça, c'est la vue du poste d'anesthésie, beaucoup moins sympa, derrière l'écran, au pied du malade, loin de la tête, loin de ses voies aériennes, ce qui n'est pas toujours très agréable, mais on s'entend très bien, donc maintenant ils se sont habitués, ils nous en veulent plus trop. Mais bon, voilà, il faut savoir que l'installation est quand même primordiale et c'est pas toujours facile pour eux de devoir faire ce qu'ils doivent faire à la tête. Donc vous avez un peu une idée de l'organisation. Maintenant, on va parler un peu en pratique. Voilà un panorama de les interventions que nous, on pratique au quotidien. On ne va pas pouvoir parler de tout parce qu'on m'a octroyé 30 minutes et pas 3 heures cet après-midi. Donc on va faire on va déjà essayer de dichotomiser un peu les choses. Donc première chose, en termes d'abord, on peut diviser les interventions qu'on réalise soit par abord transpariétal, c'est-à-dire qu'on va intervenir directement à travers la peau et on va mettre du matériel dans le foie directement et on va travailler en percutané. Soit un abord vasculaire pur, ou alors couplé, on va en reparler dans des interventions tout à l'heure, qui est majoritairement artériel fémoral quand on a besoin d'un accès artériel, ou jugulaire quand on a besoin d'un accès veineux. Quoi qu'il en soit, la majorité de ces interventions dans notre centre sont réalisées sous anesthésie générale, c'est pour ça que ça vous intéresse aujourd'hui, et donc on ne parlera pas évidemment de tout ce qu'on fait en anesthésie locale. Et enfin, certaines dans le contexte de l'urgence, on reparlera notamment du TIPS tout à l'heure, mais à savoir que la majorité de notre activité est en fait de l'activité programmée. Voilà ce dont on va parler. On va parler de traitement de l'hypertension portale, donc de type cette recanalisation porte. On va reparler un peu d'embolisation portale pour faire suite au topo précédent. Et enfin d'ablation percutanée parce que c'est ce qu'on pratique majoritairement au quotidien. Donc l'ablation percutanée. L'ablation percutanée, c'est une intervention qu'on réalise donc par abord percutané transhépatique direct, toujours programmée, jamais dans le contexte de l'urgence, c'est des patients en contexte oncologique, jamais urgent, sous anesthésie générale. Donc l'ablation percutanée, c'est un terme qui regroupe en fait plein d'autres termes qui sont souvent utilisés les uns à la place des autres, mais en gros la radiofréquence, la micro-ondes et l'électroporation réversible, ce sont trois techniques qui font partie de l'ablation percutanée. Le but de ces techniques, c'est de faire une destruction tumorale et donc un traitement curatif de ces tumeurs. Quelles tumeurs on traite ? Les petites tumeurs, qu'elles soient primitives ou secondaires, mais globalement on retient un cut-off à 3 cm. Les contre-indications de cette intervention, c'est avant tout les troubles de coagulation, du fait du risque hémorragique. On l'a vu, on va passer en percutané direct, donc on va franchir la capsule hépatique et il y a un risque de saignement. Dans notre centre, les seuils qu'on retient, c'est 50% de TP, 50 000 plaquettes pour intervenir, avec un arrêt nécessaire de tous les anti-agrégants et anticoagulants avant l'intervention. L'autre contre-indication, toujours par rapport à ce risque hémorragique, c'est l'acite, parce que l'acite, en fait, elle va s'immiscer entre la capsule hépatique et la paroi, et donc diminuer cet effet de tamponnement de la paroi sur la capsule et majorer le risque hémorragique. Et enfin, la cirrhose décompensée, parce qu'on sait qu'intervenir chez ces patients, c'est leur faire prendre un risque de décompensation ou de défaillance hépatique, plus que du bénéfice qu'ils vont en tirer. Donc globalement, comment on raisonne ? On a une lésion de 3 cm, on a posé une indication d'ablation. Comment on choisit la technique ? Comment on intervient ? La première question à se poser, c'est où est située cette tumeur dans le foie ? Est-ce qu'elle a une localisation à risque ? Est-ce qu'elle est proche d'une structure à risque, typiquement proche d'huile, d'un pédicule porte ou d'un pédicule biliaire ? Si ce n'est pas le cas,
on est tranquille. C'est une thermoablation standard. On va chauffer la tumeur et on va la détruire en utilisant la chaleur. Pour ça, 2 techniques, la radiofréquence, qui utilise un courant électrique et qui est donc contre-indiqué en cas de pacemaker chez les patients, et le micro-ondes, qui va utiliser un champ électromagnétique, les deux ayant un effet thermique. Donc après, le choix de la technique dépend de la localisation de la tumeur, de l'expérience de l'opérateur, et il y a certains centres, par exemple, n'ont qu'une des 2 techniques. Nous, on a la chance d'avoir les 2, donc on a le choix. Mais ces 2 techniques sont équivalentes, notamment dans les études sur le plan oncologique. Il n'y a pas une technique qui fait mieux que l'autre. Si par contre cette lésion, elle est dans une localisation à risque, l'alternative, c'est l'électroporation irréversible. Ça, c'est une autre technique qui n'utilise pas la chaleur, mais qui va utiliser un courant, un effet mécanique avec un courant de haut voltage. En fait, on va envoyer des impulsions électriques de très haut volt à travers des aiguilles, et ça va créer des pores dans la membrane et donc induire une mort cellulaire. Cette technique nécessite un gating, une synchronisation cardiaque, et évidemment est contre-indiquée en cas d'antécédent cardiaque et notamment de troubles du rythme. L'autre chose, c'est que c'est jamais une technique de première intention parce que c'est techniquement beaucoup plus difficile. Il faut une expérience opérateur et une courbe d'apprentissage qui est très longue. Il faut mettre plusieurs aiguilles, au moins 4, voire 5, voire 6, qui doivent être strictement parallèles dans la tumeur. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué qu'une radiofréquence ou qu'un micro-ondes. Donc première étape, on a choisi la technique. Deuxième étape, comment on va se guider en fait pour mettre cette aiguille dans la tumeur? Tout simplement, est-ce qu'on voit cette lésion en échographie? Je vous l'ai dit, dans la salle, on a un échographe, donc on regarde. Si oui, c'est gagné. On voit la tumeur, je vous l'entoure en rouge, on met une aiguille dedans en se guidant de l'échographie, on brûle, on a la zone d'ablation. Finalement, c'était assez simple, c'est terminé. On retire l'aiguille, c'est terminé. Si ce n'est pas le cas, là, ça se complique un peu et on va utiliser le scanner. Donc, pour se guider par scanner, on va avoir besoin d'un abord artériel fémoral. C'est là qu'on a besoin d'un abord vasculaire en plus de l'abord percutané. Pourquoi? Parce que la majorité des lésions hépatiques ne sont pas visibles sur un scanner comme ça, sans injection. On fait le scanner, on ne voit rien. Donc, il va falloir rendre cette lésion visible. Soit c'est une lésion hypervasculaire, type CHC, c'est ce qu'on traite majoritairement dans le foie. On va faire ce qu'on appelle un tatouage lipiodolé. Tatouage lipiodolé, c'est-à-dire qu'on va... par cet abord artériel fémoral, cathétériser l'artère hépatique, injecter une substance qu'on appelle le lipiodol qui va aller se capter dans la tumeur et qui va la rendre dense. Donc vous avez l'exemple en dessous. À gauche, l'image avant tatouage, on voit strictement rien, pourtant la tumeur est là. On fait le tatouage et en fait, elle devient spontanément dense, elle a capté le lipiodol et on va pouvoir la voir tout le long de l'intervention sans avoir besoin d'injecter ce scanner. Pour les métastases, par contre, quand on traite des lésions secondaires, notamment de cancer colorectal, ces métastases sont hypovasculaires. Donc on ne va pas utiliser le tatouage lipiodolé, ça ne servira à rien, on n'aura pas de captation tumorale. Dans ce cas-là, on fait du portoscanner. Le portoscanner, on fait un abord artériel fémoral de la même manière, on cathétérise en fait l'artère mésentérique supérieure et on injecte de l'iode dans l'artère mésentérique supérieure qui, avec le drainage digestif, va en fait se laver dans le tronc-porte et donc faire une parenchymographie. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche, vous avez un foie qui n'est pas rehaussé, et sur l'image de droite, en fait, un foie qui a capté l'iode qu'on a injecté dans l'AMS, et donc cette métastase qui apparaît hypovasculaire par rapport au reste du foie. Vous allez me dire, en fait, quel est l'intérêt de faire ça quand on peut faire un scanner injecté portal standard sur la table? Oui. En fait, la quantité d'iode dans l'artère mésentérique supérieure, c'est globalement 20 cc. Un scanner injecté, c'est 80 à 100 cc. En intraveineux. Donc en fait, ça va nous permettre de répéter le portoscanner pendant l'intervention. Et globalement, pour un scanner injecté par voie intraveineuse, on va en faire 5. Donc un petit exemple, on a fait un portoscanner, on a à peu près repéré la tumeur, on commence l'insertion d'aiguilles, mais on avance au début un peu à l'aveugle sur des repères anatomiques. Et en fait, ce portoscanner, on va le répéter pendant l'intervention. Donc là, on injecte, on voit que le contraste commence à arriver dans le tronc-porte. Le parenchyme se rehausse, on voit la tumeur, ce qui nous permet de finaliser l'insertion de l'aiguille et de la mettre vraiment pile là où on veut la mettre. Et le contrôle de la zone d'ablation à la fin. L'autre subtilité quand on fait du guidage scanner, c'est quid du poumon, vous l'avez vu tout à l'heure, qui entoure cette tumeur. Oui, on la voit bien, mais par contre, elle est entourée de poumons. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça concerne les lésions du dôme. On fait en fait ce qu'on appelle
un pneumothorax volontaire iatrogène au CO2. Donc on monte un peu, on se met sous la ligne mamelonnaire, pardon. On met une aiguille dans la cavité pleurale et on injecte du CO2, ce qui va permettre d'écarter le parenchyme pulmonaire. Et une fois qu'il n'y a plus de parenchyme dans l'interface, on peut insérer l'aiguille d'ablation. Le pneumothorax ensuite se résorbe soit spontanément, au moins partiellement, et à la fin de l'intervention, on finit d'aspirer le CO2. Donc globalement, pour résumer l'ablation, en préopératoire, ce qu'il faut bien checker, c'est la coag avant tout, TP plaquettes, les anticoagulants, les antiagrégants, vérifier que la cirrhose est compensée quand on intervient chez les cirrhotiques et s'il y a des contre-indications à telle ou telle technique. En péropératoire, nous, ce qui nous importe, c'est que le foie est mobile avec la respiration, ça je vous apprends rien, et que cette mobilité nous gêne pour le guidage, que ce soit en échographie ou surtout en scanner. Et donc, on fait ce qu'on appelle, nos anesthésistes plutôt, utilisent des petits volumes courants pour ventiler les patients, l'alternative étant la jet ventilation qu'on n'a pas dans notre centre. Donc, bien vérifier la tolérance, en effet, quand on fait des pneumothorax, surtout chez les patients qui ont des maladies respiratoires sous-jacentes. Et enfin, le moment de l'ablation est un moment extrêmement douloureux quand on utilise la radiofréquence ou le micro-ondes, et ce qui justifie en fait tout simplement l'anesthésie générale. En post-opératoire, ces patients, on les garde en décubitus 6 heures, 24 heures si on fait un abord fémoral, qu'on ferme par un compressif simple, et en général, ils sortent tous à J1, pneumothorax ou pas, et abord artériel ou pas. Donc voilà pour l'ablation, on a fait une petite vue rapide. On va parler maintenant de préparation hépatique. Donc la préparation hépatique et notamment l'embolisation portale, c'est pareil, c'est un abord transhépatique direct. C'est toujours de l'activité programmée et on le fait sous anesthésie générale. Donc le foie, c'est le site métastatique préférentiel, notamment du cancer colorectal. Et quand ces métastases sont multiples, le traitement de référence, c'est évidemment la chirurgie. Le facteur limitant de cette résection hépatique élargie, c'est le futur foie restant qui va être donc insuffisant. On en a déjà parlé précédemment. Et quand cela survient, évidemment, en post-opératoire, on a une insuffisance hépatique qui arrive. Donc là, tout le challenge, c'est de sélectionner les malades. On ne va pas revenir sur les critères de sélection, mais c'est en effet tout l'enjeu. À qui il faut faire une embolisation portale. Les critères retenus, c'est donc des critères de volume, mais la grosse limite de la volumétrie, c'est que ça dépend de la qualité du parenchyme sous-jacent. Donc évidemment, les cut-offs ne sont pas les mêmes quand on est sur un foie sain que sur un foie cirrhotique, et le plus difficile, c'est en fait l'entre-deux. Le foie non cirrhotique, mais un peu stéatosique, ou le foie sain, mais qui a eu 40 lignes de chimiothérapie. Et donc là, c'est toujours plus difficile. Toujours est-il que l'embolisation portale droite, ça va consister à occlure ce réseau portal droit pour en fait redistribuer le flux portal à gauche et régénérer ce foie gauche, qui sera donc ensuite suffisant pour qu'on enlève et qu'on fasse cette hépatectomie droite. Une des alternatives pour potentialiser, c'est la privation veineuse hépatique. On en a touché deux mots tout à l'heure. C'est en fait ajouter à l'occlusion porte une occlusion des veines hépatiques droite plus ou moins moyenne. Le but étant de maximiser la régénération du foie gauche quand en préopératoire, le volume de futur foie restant est vraiment jugé très très insuffisant, où on se dit qu'on n'arrivera pas avec une embolisation portale simple à passer les cut-offs pour amener le patient à la chirurgie. En pratique, une embolisation portale, voilà comment ça se passe. C'est un accès transpariétal, donc guidage échographique, on repère une branche porte, qu'on ponctionne sous guidage échographique. Une fois qu'on est dedans, on injecte de l'iode pour se repérer. On navigue et on met du matériel jusque dans le tronc-porte et on fait donc un portoscanner, mais cette fois en injectant directement de l'iode dans le tronc-porte. Donc on a juste un rehaussement purement du système porte, duquel on extrait une reconstruction 3D du système porte qui va nous permettre en fait de repérer toutes les branches portales droites à emboliser, qu'on va les cathétériser les unes après les autres et emboliser progressivement à la colle. Donc là, en fait, ce que vous voyez maintenant, c'est plus de l'iode, c'est de la colle qu'on mélange encore une fois avec un agent qui permet de la voir, puisque si on injecte de la colle dans le système porte, on ne voit pas ce qu'on fait. Et on bouge petit à petit toutes les branches du réseau porte droit. Donc là, vous avez le scanner de contrôle à J1. On vérifie
qu'il n'y ait pas de complications hémorragiques. On vérifie qu'il n'y ait pas d'embolisation non cible. Typiquement, est-ce qu'on n'a pas embolisé une branche porte à gauche, ce qui compromettrait la régénération du foie gauche et donc potentiellement la chirurgie. C'est pour ça qu'on fait un scan le lendemain à tous les patients. Donc vous voyez la colle qui apparaît spontanément dans tout le système porte. Et à 3 semaines, on fait une réévaluation volumétrique, une première évaluation volumétrique pour voir qu'est-ce qu'on a gagné. Donc là, en l'occurrence, le futur foie restant qui était le lobe gauche était passé de 17 à 30%. Donc on est à un gain de volume de plus 13%, ce qui est à peu près rapporté par professeur Weiss dans le topo précédent. Donc la préparation hépatique en préopératoire, c'est pareil. Les contre-indications hémorragiques, donc bien vérifier, bilan de coag, traitement acide. Le foie est mobile, on l'a vu, donc petit volume courant, parce qu'en effet, pour le guidage et l'embolisation, on en a aussi besoin. Et l'embolisation à la colle, c'est quelque chose de très douloureux. La colle, en fait, entraîne des phénomènes inflammatoires aigus, très brutaux, c'est très agressif et ça fait très très mal. Donc en post-opératoire, c'est des patients qu'on garde en hospitalisation quelques jours et on surveille évidemment surtout le risque de décompensation hépatique, majoritairement chez des patients cirrhotiques, très peu sur des foies sains, donc cirrhotiques ou alors très altérés par la chimiothérapie. Et enfin, on va parler un petit peu de l'hypertension portale. Donc 2 grands cadres dans l'hypertension portale du cirrhotique, donc sur foie de cirrhose, l'obstacle est hépatique, et ça, le traitement, c'est le TIPS. L'hypertension portale non cirrhotique, par contre, on ne parlera pas ici des Budd-Chiari et de thrombose des veines hépatiques, mais des HTP non cirrhotiques sur les thromboses portes, donc pré-hépatiques, sur des thromboses extensives, compliquées d'hypertension portale, on va les traiter par recanalisation porte, plus ou moins pose de TIPS. Donc le TIPS, comme son nom l'indique, c'est un abord veineux jugulaire. Donc on ne fait pas d'accès transpariétal pour un TIPS. Les indications, vous le savez, c'est l'acide réfractaire, souvent donc en activité programmée, ou l'hémorragie, soit dans le cadre d'un sauvetage quand il y a un échec de traitement endoscopique, soit un TIPS préemptif chez des patients à haut risque de ressaignement. Et les contre-indications, en fait, elles sont tout à fait relatives parce qu'elles sont à pondérer dans le contexte de clinique. Si on est dans le cadre d'un TIPS pour acide réfractaire, on ne va pas raisonner de la même manière que dans le cadre d'un TIPS pour sauvetage d'une hémorragie digestive, évidemment. Mais les principales contre-indications, c'est l'insuffisance cardiaque et l'HTAP. On va en revenir sur comment évaluer le risque cardiaque avant la pose de TIPS. L'encéphalopathie hépatique, puisqu'on sait que les patients qui ont de l'encéphalopathie hépatique et qui sont typsés ne vont que s'aggraver sur ce plan-là. Et on sait que certains patients qui n'ont jamais été encéphalopathes sont à risque de le devenir en post-TIPS. Une autre contre-indication, c'est le CHC, pour des raisons oncologiques. Si on a un CHC sur le trajet de la prothèse qu'on va mettre en place, donc entre le tronc porte et la veine hépatique, il y a un risque de dissémination tumorale à travers le système cave et donc de métastases pulmonaires. Encore une fois, ça c'est un risque dont on ne se pose pas la question quand on est dans le sauvetage. Et enfin, les troubles de coagulation, en fait, le risque hémorragique dans le TIPS, il est théorique. On ne fait pas d'abord transpariétal, on n'a aucune raison de franchir la capsule et de faire saigner ces malades. Cependant, quand on va ponctionner le foie, à un moment, il va falloir qu'on se fraye un chemin dans le parenchyme et qu'on aille accéder au système porte. Si on fait une effraction capsulaire à ce moment-là, on prend un risque hémorragique très important. C'est pour ça qu'on surveille et qu'on se met quand même dans de bonnes conditions de coagulation. Pour revenir sur le risque cardiaque, en fait, nous, dans notre centre, on utilise l'algorithme de Toulouse qui a été publié dans les pathologies en 2019 et on screen les patients en fonction du dosage de NT-proBNP. Au moment où on les voit en consultation. Soit les NT-proBNP en fait sont en dessous du seuil de 125 et une écho-cœur standard suffira, c'est-à-dire éliminer un rétrécissement aortique, éliminer une insuffisance cardiaque avec une FEVG à moins de 50%, éliminer une HTAP. Si tout est bon, c'est OK. Si par contre les NT-proBNP sont au-dessus de 125, là on va regarder et demander une écho-cœur un peu plus poussée avec des mesures des pressions de remplissage et des mesures de volume de l'oreillette gauche. Et en fonction des valeurs qu'on obtient, les patients sont classés en bas risque ou haut risque de décompensation cardiaque, ce qui théoriquement les contre-indique à la pose du TIPS. En pratique, donc quelques images. On fait un abord jugulaire interne droit, je vous l'ai dit, écho-guidé, on cathétérise la veine hépatique.
Et ensuite, une fois qu'on est dans cette veine hépatique, avec une aiguille, en se guidant de l'échographie et de la radio, on va ponctionner le parenchyme pour accéder jusqu'au système porte. Quand c'est le cas, quand on est en place, on fait une portographie pour regarder comment est l'anatomie portale, comment s'opacifient les varices. Et ensuite, en fait, on dilate le trajet, on pose des prothèses, on dilate les prothèses, et à la fin, on refait une portographie avec finalement un lavage du flux porte directement dans la veine hépatique et le cœur droit. L'objectif de gradient porte-cave post-TIPS étant de moins de 12 mm de mercure. Donc le TIPS, donc, quand on est surtout dans de l'activité programmée, vérifier la coagulation, c'est toujours pareil. Surtout le bilan cardiaque qui a toute son importance dans cette intervention. En péropératoire, pas grand-chose à signaler, sauf en cas d'effraction capsulaire, mais ce qui arrive quand même rarement. Et en post-opératoire, on surveille majoritairement le risque de décompensation cardiaque et le risque d'encéphalopathie hépatique. On leur fait des échographies à J1 de façon systématique pour regarder comment circule le TIPS, comment circule le système porte. Et cette échographie sert de référence en fait dans le suivi du malade pour ensuite les revoir au premier, troisième, sixième mois et ensuite tout au long de son suivi pour dépister des éventuelles anomalies ou dysfonctionnements de TIPS qui pourraient nous amener à réintervenir. Et enfin, on va finir rapidement par 3-4 mots sur la recanalisation porte. Donc, la recanalisation porte, en fait, ça consiste à mettre un stent porte, réouvrir une veine porte complètement thrombosée, plus ou moins typsée, et ça se fait par voie transplénique, puisque quand le système porte est complètement occlus, on n'y a finalement plus accès. Donc, on va passer par la veine splénique. Quelles sont les indications de ces recanalisations ? C'est des malades qui sont tous staffés en RCP de maladie vasculaire du foie. On discute de tous les dossiers. Et en fait, ça concerne des malades qui ont des thromboses portes chroniques, qui persistent malgré une anticoagulation qui a été bien conduite au long cours, malgré le traitement de la cause, si la cause est traitable, et qui ont donc développé une hypertension portale symptomatique, soit sur le versant de l'acide, soit sur le versant de l'hémorragie, ou une cholangiopathie portale symptomatique liée au cavernome qui s'est développé mais qui n'est pas efficace sur le flux. Les contre-indications, là, le risque hémorragique est vraiment majeur, puisque la voie transplénique est à haut risque de saignement. Donc, c'est toujours les mêmes seuils, mais la petite attention est particulière sur les anticoagulants, puisqu'on va avoir besoin de faire une fenêtre d'arrêt, mais ces patients sont majoritairement, du fait de leur terrain prothrombotique, anticoagulés au long cours. Là, je vous ai mis un exemple, donc juste une coupe d'un malade qui avait en fait une mutation de JAK2 avec une thrombose porte extensive complète, avec plus aucune branche porte intrahépatique était perméable. Il avait de l'acide, il avait des grosses varices, une splénomégalie. Il a donc été staffé en RCP et a été validé une recanalisation. Donc, le premier temps, c'est la ponction faite de veine splénique. Donc, comme pour la ponction porte, mais de l'autre côté, on se guide de l'échographie, on rentre dans une veine de la rate, et là, on voit que quand on injecte, on opacifie uniquement des varices. Il n'y a plus du tout de flux porte vers le foie. Et le but, ça va être de réouvrir ce chemin qui est thrombosé. Donc, pour ça, on micro-cathétérise petit à petit, on essaie d'avancer petit à petit en se frayant un chemin jusqu'à opacifier un semblant de veine porte ou de branche porte. Quand c'est le cas, là, le deuxième temps de l'intervention, c'est de cathétériser la veine hépatique, donc par un abord jugulaire, et de recréer un chemin entre les deux. Donc toujours avec la même aiguille que pour le TIPS, de la veine hépatique, on va ponctionner et essayer en fait, d'aller attraper le vaisseau dans lequel on a réussi à mettre du matériel, ce qu'on appelle un lasso. Ensuite, on attrape tout ça, et le but, c'est de rouvrir le chemin, finalement, entre la veine hépatique et la veine splénique pour réouvrir tout le tronc porte qui était occlus. Donc ça, c'est l'angiographie finale. Quand on injecte dans la veine splénique, on a retrouvé un flux porte avec un tronc porte qui est quand même filiforme et qui agrèle, mais qui a le mérite de circuler. Donc le contrôle à la fin. Donc là, on voit que le stent est en place, il est perméable, et donc le traitement a été pour l'instant un succès, avec un risque, par contre, on le sait, chez ces malades de rethrombose et d'anticoagulation curative au long terme. Donc c'est ce qu'on surveille majoritairement en pér-op et en post-op, parce qu'on a un accès transplénique à haut risque de saignement, mais qui est en plus majoré parce qu'on a besoin d'anticoaguler ces malades, chez qui thrombose, on le sait très bien, quand on commence à faire des angioplasties ou des stents chez ces malades, ils thrombosent à vue d'œil. Donc il faut juguler
l'anticoagulation, le risque hémorragique. Donc je vous ai beaucoup parlé d'hémorragie avec que des cas qui vont bien, mais il y a quand même des petits cas qui vont pas bien. Vraiment, dès qu'on fait un accès percutané transhépatique ou transplénique, le principal risque, et ce qu'il faut garder en tête sur les traitements, le TP, les plaquettes, c'est le risque de saignement. Là, c'est un bel exemple à J1 d'un stent porte par voie transhépatique d'un greffé hépatique qui avait une sténose de l'anastomose porte significative. Et donc, on a stenté. Le stent est parfaitement perméable, mais il a fait l'hématome sous-capsulaire massif à quelques heures de l'intervention. Pris en charge chirurgicalement, il va très bien maintenant, mais il a fait un passage évidemment en réanimation. Donc voilà tout en gras ce dont on a parlé. On n'a pas parlé de tout, mais je serais ravie d'en discuter si vous avez des questions sur les autres interventions. Et voilà, n'hésitez pas. Merci.